Gérosim, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous allez quitter vos fonctions dans le Pacifique au 31 août prochain, que vous faites en quelque sorte une tournée d'adieu des pays avec lesquels vous avez travaillé. D'abord, on va revenir peut-être sur votre statut. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur auprès de l'Union européenne, enfin de l'Union européenne auprès des pays du Pacifique. En quoi ça consiste très concrètement ? Concrètement, depuis la création du service européen d'action extérieure, c'est-à-dire le service diplomatique de l'Union européenne, maintenant l'Union européenne est représentée dans les pays tiers avec 145 ambassadeurs qui ont le même titre, le même rang, le même statut, les mêmes prérogatives que les ambassadeurs des États membres. C'est-à-dire que nous sommes complètement accrédités auprès des pays tiers. Nous présentons des lettres de créance qui sont signées par le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Donc nous représentons l'Union européenne et nous assurons la coordination de l'action extérieure des 27 pays membres de l'Union européenne. Et qui est votre patron, pardonnez-moi, très concrètement ? Alors, je présente mes lettres de créance au nom de la présidente de la Commission européenne et du président du Conseil européen, mais je rapporte directement au haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Monsieur Josep Borrell. Est-ce que, alors, un ambassadeur défend les intérêts d'un pays, généralement, vous défendez finalement les intérêts d'une communauté de pays qui ne sont pas toujours d'accord entre eux sur certains points. Est-ce que ça complique les choses ? Non, c'est pour ça que le rôle est un petit peu dual. Nous représentons, comme ambassadeur de l'Union européenne, à la fois l'Union européenne en tant qu'entité, et nous assurons la coordination de l'action extérieure, c'est-à-dire que nous avons des réunions de coordination avec les 27 représentants des États membres, les 27 ambassadeurs des États membres, qui sont accrédités aussi dans les pays que je suis. Alors, si on revient sur votre séjour dans le Pacifique, vous étiez basé à Suva, à Fidji. Je le suis toujours jusqu'au mois d'août. Jusqu'au 31 août. Après, vous partirez à Jakarta, c'est ça, pour l'ASEAN. On y reviendra un peu plus tard. Est-ce que vous avez l'impression que la perception de l'Union européenne dans le Pacifique change, évolue parce qu'on sait que principalement, c'est une action avec des lignes budgétaires et des crédits pour des projets précis. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont conscients de ce que fait l'Union européenne dans le Pacifique ? Si on aborde mon bilan, moi j'ai quand même 3 succès et puis 3 points où je pense qu'on a encore des marges d'amélioration. Les 3 succès, c'est d'abord que l'Union européenne a précisé sa stratégie dans le Pacifique avec l'adoption de la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne qui n'existait pas lorsque je suis arrivé il y a 6 ans maintenant dans cette région. Pardonnez-moi, c'est une stratégie qui porte sur quoi ? Sur les aspects militaires, économiques, environnementaux ? Il y a 6 priorités dans cette stratégie, c'est la prospérité, la transition verte, les océans, la connectivité, le numérique, la défense et la sécurité et le développement humain. Et c'est une très bonne chose que maintenant, comme un certain nombre d'États membres, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'Union européenne se soit dotée d'une stratégie pour cette région du monde. Le deuxième succès, c'est malgré la pandémie de Covid-19, l'Union européenne n'a jamais arrêté et a continué de mettre en œuvre ses programmes. Donc la pandémie de Covid-19 qui a apporté son lot de difficultés ne nous a pas arrêtés. Et ça, c'est une très bonne chose. Et l'Union européenne a continué de fournir son appui aux pays du Pacifique qui en avaient besoin. Le troisième succès, et ça touche là la perception de l'Union européenne et de ce qu'elle représente, de ses valeurs et de ses principes, c'est le soutien que nous avons eu de la part de l'ensemble des pays du Pacifique qui votent aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine. Les 11 pays du Pacifique qui sont membres des Nations Unies ont soutenu les efforts de l'Union européenne à l'appui de l'Ukraine pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Les 3 points sur lesquels je pense qu'on a encore une marge de progression, vous l'évoquiez, c'est d'abord en termes de visibilité et de communication. C'est pour ça que hier j'étais au lycée La Pérouse pour parler d'Europe, alors qu'approche la fête de l'Europe, le 9 mai, auprès des étudiants qui sont la future génération, certes d'Océaniens, mais aussi d'Européens du Pacifique. Le deuxième point où je pense que nous avons aussi une marge de progression, c'est ce que l'on appelle la diplomatie économique. C'est pour ça aussi que pendant mon séjour en Nouvelle-Calédonie et à chaque fois que je suis venu, j'ai rencontré les milieux d'affaires. Car l'Union européenne, c'est aussi un partenaire économique pour les pays et territoires de la région. Enfin, et c'est la troisième raison de mon déplacement ici en Nouvelle-Calédonie cette semaine, je vais assister aux exercices militaires dans le cadre de Croix du Sud et je participerai au 30e anniversaire des accords France, entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sur la mobilisation des moyens militaires en réponse aux catastrophes naturelles, parce que la perception de l'Union européenne comme acteur de sécurité et de défense est encore très très faible, même si de nombreux progrès ont été faits à la faveur du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine dans sa défense contre les envahisseurs russes. Monsieur l'ambassadeur, parlons concrètement finances. L'Union européenne débloque combien de fonds chaque année pour les pays et territoires du Pacifique ?
Ma délégation gère 143 projets qui représentent un portefeuille de 663 millions d'euros. Alors je suis désolé, c'est encore un petit peu tôt le matin pour faire la conversion ça fait beaucoup en d'argent, francs Pacifique, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Sur les 3 pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Polynésie française et Wallis et Futuna, il y a 118 millions d'euros. En fait, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a une enveloppe qu'on appelle un appui budgétaire, donc un soutien, un transfert du contribuable européen vers le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en œuvre de la transition énergétique, et ça représente un appui de 31 millions d'euros sur la période 2021-2027. À ceci s'ajoute une enveloppe régionale qui est jusqu'alors dédiée à la gestion durable des écosystèmes. C'est le programme Protège qui représente un investissement de 36 millions d'euros. À l'avenir, ce programme sera remplacé par une coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sur les systèmes alimentaires durables, mais avec un engagement financier de montant équivalent, c'est-à-dire encore de 36 millions d'euros pour la région. Dans ces montants financiers que vous évoquez, vous incluez l'aide que l'Union européenne apporte à la CPS, qui est vraiment une institution avec laquelle vous travaillez beaucoup dans le Pacifique. Il y a 3 vecteurs de déploiement de l'aide européenne partout dans le monde, pas seulement dans le Pacifique. Il y a d'abord un appui budgétaire, donc c'est l'appui par exemple à la transition énergétique ici en Nouvelle-Calédonie, mais nous donnons un appui budgétaire à presque tous les pays du Pacifique. Ensuite, il y a une partie de notre appui qui transite par les organisations régionales et internationales, dont la Communauté du Pacifique. Et enfin, il y a une partie de l'aide européenne qui est versée ou mise en œuvre par la société civile, par des organisations de la société civile. Dans le cadre de la Communauté du Pacifique, l'Union européenne s'est vue reconnaître le statut d'observateur permanent. C'est le seul observateur permanent de la Communauté du Pacifique. Ce statut est le meilleur statut que l'on peut atteindre sans être membre à part entière. L'Union européenne n'a pas vocation à devenir membre de la Communauté du Pacifique. Et l'octroi de ce statut d'observateur permanent est en fait une reconnaissance du niveau d'engagement financier, mais aussi politique et stratégique entre l'Union européenne et la Communauté du Pacifique, puisque la Communauté européenne, l'Union européenne, représente à peu près un tiers des financements opérationnels de la Communauté du Pacifique. C'est le premier bailleur de fonds de cette organisation régionale. La fin de votre mandat, en tout cas cette dernière année, a été marquée par la guerre en Ukraine, qui change beaucoup de choses. Est-ce que vous avez senti que ça a infléchi la politique de l'Union européenne? Est-ce que ça peut limiter aussi ses moyens financiers parce qu'il y a un engagement très fort pour aider militairement l'Ukraine? Est-ce que vous sentez que ça peut rebattre les cartes, y compris dans le Pacifique? L'invasion russe en Ukraine est une guerre européenne, c'est incontestable. Elle se déroule sur le territoire européen, c'est le plus grand conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La réponse de l'Union européenne a été très très forte et immédiate, et ce sont des mesures qui sont sans précédent. Pour la première fois, l'Union européenne et ses États membres ont livré des armes à un pays tiers pour lui permettre de se défendre contre une invasion extérieure. L'Union européenne a pris toute une série de sanctions contre à la fois la Russie, mais aussi la Biélorussie qui la soutient. Et l'Union européenne apporte un soutien financier, humanitaire, économique à l'Ukraine. Donc ça renforce à la fois la capacité d'action de l'Union européenne dans le secteur de la sécurité et de la défense, et par ricochet, la perception qu'elle devient un acteur mondial sur ces sujets-là. Pour le Pacifique, je dirais qu'il y a trois évolutions qui sont des évolutions majeures. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est le renforcement de l'alliance politique entre l'Union européenne et les pays du Pacifique, qui font que les 11 pays du Pacifique qui votent aux Nations Unies ont soutenu les efforts de l'Union européenne sur les différentes résolutions pour mettre fin au conflit en Ukraine. La deuxième chose, c'est que les pays du Pacifique subissent les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a un effet inflationniste à la fois sur les denrées alimentaires et sur l'énergie. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne est au rendez-vous. Nous allons atténuer les conséquences du conflit en Ukraine pour les pays du Pacifique, notamment en déployant, en mettant en œuvre un programme de renforcement de la sécurité alimentaire qui vise à renforcer les systèmes alimentaires nationaux de ces pays pour qu'ils soient moins dépendants des importations. Enfin, le dernier élément sur la guerre en Ukraine par rapport aux pays du Pacifique, c'est que, évidemment, c'est aussi un élément ou un élément de contexte, je dirais, de la compétition géostratégique mondiale entre les grandes puissances. Parce que vous savez comme moi que sur la guerre en Ukraine, des pays comme les membres du G7 ont des positions alignées sur celles de l'Union européenne, qui fait partie du G7 aussi, mais qu'un certain nombre de pays en face ont une vision différente des choses.
Alors, il y a un pays dans la région dont on parle beaucoup, c'est évidemment la Chine, qui inquiète, qui attise beaucoup de critiques. Dans vos fonctions, vous avez eu aussi à faire quelque part à la diplomatie chinoise, parce que vous parlez de préservation des océans, de changement climatique. On sait que c'est des sujets aussi sur lesquels la Chine est parfois critiquée. L'Union européenne a une position extrêmement claire vis-à-vis de la Chine. La Chine est considérée à la fois comme un partenaire stratégique, un concurrent économique et un rival systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur certaines questions, dont le changement climatique par exemple, un partenariat avec la Chine est incontournable. On ne peut pas régler la question du changement climatique sans inclure dans l'ensemble des pays qui luttent contre le changement climatique le principal émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Donc c'est un partenaire stratégique. Mais qui a pris des engagements sur la question. Tout à fait, c'est l'accord de Paris. Ensuite, il est clair que l'Union européenne, en tant que puissance économique, est confrontée à la concurrence chinoise sur tous les marchés du monde, y compris ici dans le Pacifique. Et enfin, la Chine n'a pas le même système de valeurs, de principes, de gouvernement que l'Union européenne. Donc c'est un rival systémique. Donc c'est un rival systémique. Vous allez assister d'ici votre départ de Calédonie à une partie de l'exercice Croix du Sud. Vous allez aussi participer à l'anniversaire des 30 ans de l'accord France qui lie la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sur la coopération militaire. C'est des choses qui sont importantes pour vous? Alors pour moi personnellement, ce sont des choses très importantes puisque une partie de mes efforts depuis que je suis ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, c'est d'essayer de corriger cette perception que l'Union européenne est principalement ou exclusivement un partenaire de développement, c'est-à-dire un bailleur de fonds. Pour ça, il faut renforcer les autres aspects de l'action de l'Union européenne partout dans le monde, mais particulièrement dans le Pacifique. Et c'est d'une part la diplomatie économique, donc le renforcement de la notion selon laquelle l'Union européenne est aussi un partenaire économique et commercial. Donc c'est un appui aux entreprises européennes, y compris des entreprises qui sont ici basées en Nouvelle-Calédonie, pour aller à la conquête des marchés de la région. Et l'autre aspect, c'est effectivement le renforcement de la perception de l'Union européenne comme partenaire de sécurité et de défense. De ce point de vue-là, il y a des choses que l'Union européenne fait déjà, qui touchent à la sécurité et à la défense, mais je pense qu'il y a moyen de renforcer cet aspect des choses. On sait bien que dans le Pacifique, la première menace existentielle, c'est le changement climatique. Donc tout ce qui tourne autour du climat et de la défense, l'Union européenne est déjà extrêmement active sur ces sujets-là, parce que nous sommes en pointe sur la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne est aussi partenaire du Pacifique sur la lutte contre la pêche illégale et la sécurité maritime. Et lorsque l'on voit le déploiement de moyens militaires dans la région, c'est essentiellement hors catastrophe naturelle sur la surveillance maritime. Les catastrophes naturelles, justement, c'est l'objet de l'exercice Croix du Sud, c'est l'objet de la coopération France, sur laquelle l'Union européenne est observatrice. Et l'Union européenne est aussi un fournisseur d'aide humanitaire. Ça a été le cas en réponse à l'éruption volcanique au Tonga, ça a été le cas plus récemment au Vanuatu, où j'étais il y a 10 jours, où l'Union européenne a coopéré avec les partenaires de France pour la fourniture d'assistance humanitaire et d'aide en réponse aux catastrophes naturelles au Vanuatu. Aujourd'hui, l'Union européenne est dotée d'un certain nombre d'instruments qui peuvent être étendus au Pacifique en matière de surveillance maritime. Il y a un projet qui s'appelle CRIMARIO. Nous fournissons une aide technologique avec la mobilisation des moyens d'observation satellite dans le cadre du système européen d'observation de la Terre Copernicus. Nous avons 2 projets qui sont aujourd'hui mis en œuvre dans la zone Asie et dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne. Nous allons les étendre au Pacifique. L'un est le programme ESIWA de renforcement de la sécurité avec l'Asie et entre les pays d'Asie. Aujourd'hui, c'est un projet qui assure une coopération avec l'Inde, la Corée, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour. Et la décision a été prise d'étendre ce projet aux Fidji. Alors on va profiter de ce qui vous reste de voix pour vous poser encore 2 questions, monsieur l'ambassadeur, parce que voilà, on sent que c'est un peu dur ce matin pour vous, mais les auditeurs vous comprennent bien, il n'y a pas de problème. On sait que la France a une présence particulière dans le Pacifique, puisqu'il y a 3 territoires français qui sont la Polynésie, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, qui représentez les intérêts de l'Union européenne, de voir la France très présente dans le Pacifique? Est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est parfois moins une aide? Alors l'Union européenne n'est pas une entité abstraite. L'Union européenne, c'est l'agglomération, la consolidation, la conjonction des volontés des 27 pays membres. Avoir des pays membres qui ont des ambitions et des intérêts souverains dans la région, c'est évidemment le meilleur moyen d'avoir un moteur.
d'assurer une dynamique dans la région. Donc évidemment, je m'appuie énormément à la fois sur mes collègues français de la région, mais aussi sur l'intérêt depuis Paris pour cette région qui est sans égal dans le Pacifique, même si on observe aujourd'hui, ou en tout cas depuis que je suis arrivé dans cette région, une montée en puissance aussi d'autres États membres dans la région. J'ai depuis le début du mois d'avril dans mes locaux à la délégation de l'Union européenne pour le Pacifique à Suva des diplomates allemands qui préparent l'ouverture d'une nouvelle ambassade d'Allemagne aux Fidji. Dernière question, vous quittez vos fonctions le 31 août, vous serez ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN pour un rôle qui sera peut-être plus économique et politique que ce que vous avez connu dans le Pacifique. Quelqu'un va vous remplacer pour reprendre les rênes ? L'Union européenne a 145 ambassadeurs dans le monde. Chaque année, les ambassadeurs de l'Union européenne qui changent de poste sont nommés tous en même temps. Donc au même moment que j'ai été nommé comme futur ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est basée à Jakarta, mon successeur a été nommé. Et ce sera une ambassadrice allemande, ma collègue Barbara Plinkert, à qui je souhaite le meilleur succès dans ses futures fonctions. Sue Gerosim, ambassadeur de l'Union européenne auprès du Pacifique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François.